Salut et bienvenue à toi, amateur d'écologie mais aussi individu soucieux du bien-être de ton porte-monnaie. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce premier épisode du podcast de la Terre dans les épinards. Pour rappel, dans ce podcast, on parlera de sujets liés à l'écologie sous l'angle des finances personnelles et on cherchera comment rentrer dans une démarche écologique sans gréver son budget, mais soyons honnêtes au risque de te décevoir. Et oui, déjà, ces solutions ne seront probablement que rarement des solutions absolues et parfaites, les sujets écologiques étant tellement imbriqués les uns dans les autres qu'il est souvent difficile de trouver des alternatives permettant de cocher tous les critères de prix modéré, de zéro déchet, d'empreinte carbone réduite, et j'en passe. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de parler du sujet de la surconsommation, parce que c'est, à mon sens, la croisée des chemins entre la grande majorité des problèmes écologiques et des problèmes de budget. Rappelons le contexte, on vit dans une société de consommation, le système économique en place nécessitant la circulation de l'argent pour pouvoir fonctionner. La consommation en soi ne me paraît donc pas être un problème dans l'absolu, elle permet à l'être humain de se nourrir, s'habiller, se loger ou encore se déplacer, tout en assurant une certaine stabilité économique. La définition de la consommation telle qu'elle est donnée par la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française est la suivante. Utilisation de biens et de services destinés à satisfaire les besoins individuels ou collectifs. Malheureusement, cela fait maintenant quelques décennies que nous avons dépassé ce stade et que notre consommation excède nos besoins réels, aboutissant à ce phénomène de surconsommation. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu vas te dire « Ok, c'est évident qu'on en est au stade de la surconsommation, on pourrait peut-être passer l'intro ?» Il me semble quand même utile de faire ce rappel. Pourquoi ? Parce que tout un chacun ne réalise pas nécessairement qu'il a atteint ce stade de la surconsommation. Il est souvent difficile de faire le ménage devant sa porte. La surconsommation, c'est la consommation au-delà de ses besoins réels. Et le problème tourne autour de la notion des besoins réels qui peut être sujette à débat. Les adeptes de la pyramide de Maslow noteront que ces besoins réels présentent de multiples facettes, allant de la survie à l'accomplissement de soi, et il est délicat, sinon impossible, de définir ce que chaque être humain estime être un besoin réel. Qui n'a jamais eu envie de faire un achat pour se remonter le moral ? S'agit-il d'un besoin réel parce qu'il s'agit d'aller mieux, même si l'achat en lui-même n'est pas nécessaire, indispensable à notre vie quotidienne ? Wow, on est parti dans de la philosophie. Bon, revenons sur Terre dans nos épinards et regardons les faits. Objectivement, les preuves de la surconsommation sont multiples. Gaspillage élémentaire ou destruction de vêtements non vendus à l'échelle des entreprises, remplacement d'objets non encore obsolètes, achats inutiles tels que des vêtements jamais portés, lumière des boutiques allumées la nuit ou dans une pièce vide de la maison. Et cette surconsommation, admise comme telle ou pas, est problématique pour au moins deux raisons assez évidentes. L'excédent de consommation a un impact écologique qui pourrait être évité car il ne correspond pas à un besoin réel et qui peut mener à terme à un épuisement des ressources naturelles. Et deuxième raison, il grignote ton pouvoir d'achat inutilement. Il ne s'agit pas ici de rentrer dans le détail des conséquences de la surconsommation sur la planète et les espèces animales et végétales, incluant l'être humain, au passage, conséquences dont tu as déjà probablement une idée assez précise. Nous allons donc essentiellement nous intéresser à la manière de limiter la casse au niveau du porte-monnaie, ce qui, par voie de conséquence, ne peut que soulager l'environnement. La première étape, est probablement la plus difficile, est la prise de conscience de sa propre surconsommation. Il faut comprendre que la surconsommation trouve ses origines dans les 30 Glorieuses. La manière de consommer à l'issue de la Seconde Guerre mondiale a considérablement changé, en parallèle de l'apparition d'un discours marketing incitant de plus en plus à la consommation. Les notions de confort et de prestige social ont pris de plus en plus de place. Ce mode de consommation s'est donc quelque part inscrit dans l'inconscient collectif et a longtemps été considéré comme normal, jusqu'à sa remise en cause profonde ces dernières années. Les publicités sont partout autour de nous, dans la rue, sur nos écrans, et cette omniprésence laisse à penser que nous avons besoin, sans cesse, de nouveautés et donc que surconsommer est normal. Pire encore, la banalisation de la surconsommation, à mon sens, occulte son impact néfaste pour l'environnement. Puisque, après tout, il est dans l'ordre des choses de surconsommer, pourquoi donc cela aurait-il un impact écologique ? Il est donc autant primordial que difficile, à son échelle, d'arriver à prendre conscience et de développer un esprit critique sur ces sujets.
Pour prendre conscience du phénomène de notre surconsommation, commençons par jeter un coup d'œil à notre environnement quotidien. Notre placard contient-il des chaussures que nous n'avons portées qu'une fois, le jour de leur achat? Notre garde-robe contient-elle des vêtements que nous avions oubliés? Laissons-nous la lumière allumée dans toutes les pièces de notre habitation alors que nous passons le plus clair de notre temps uniquement dans l'une d'entre elles? Est-ce qu'on laisse l'eau du robinet couler pendant qu'on se lave les dents? Est-ce qu'on a remplacé récemment notre smartphone, notre télévision, canapé, ordinateur, piano parce qu'un nouveau modèle semblait plus performant ou plus prestigieux? Avons-nous retrouvé une ponceuse jamais sortie de son emballage parce que nous n'avons jamais mené à bien ce fameux projet que nous avions eu un jour de rénover nos meubles? La liste est bien entendu non exhaustive, mais si nous nous sommes retrouvés d'une manière ou d'une autre dans l'une de ces situations, alors nous sommes sans doute atteints du syndrome de la surconsommation. Ne t'inquiète pas, ça se soigne. Alors, je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas de juger ou de culpabiliser. La surconsommation, c'est malheureusement inscrite dans les gènes de notre société, et en prendre conscience à son échelle n'est pas un exercice facile. Mais quand on dépense 1000 € pour une nouvelle télé alors que l'ancienne fonctionnait encore très bien, sous prétexte d'une meilleure qualité d'image, on peut tout de même se demander si ces 1000 € n'auraient pas pu être investis ailleurs. Par exemple, selon vos goûts, un voyage à l'étranger, 50 repas avec des amis, 4 semaines de courses, ou tout simplement pour épargner un peu. Il faut se méfier des promesses du toujours plus de confort. L'objectif d'une entreprise, c'est de nous vendre un produit ou un service. Si elle nous a déjà vendu une télévision, il faudra bien qu'elle trouve un moyen de nous en vendre une autre, sans quoi elle peut plier boutique. Le prétexte peut être un nouveau standard de qualité d'image ou un écran plus grand. La téléphonie mobile, elle, nous vend la 3G, puis la 4G, puis la 5G, puis la 6G, puis la 7G, puis la 7G, puis la 7G. A-t-on vraiment besoin d'une connexion plus rapide lorsque les pages internet s'affichent déjà quasi instantanément? Qu'est-ce qu'on retire d'une vitesse d'affichage plus rapide que ce que notre œil peut percevoir? D'un gain de quelques dizaines de secondes sur un téléchargement. En d'autres termes, est-ce que c'est nécessaire de dépenser plus pour passer d'un niveau de confort de 9 sur 10 à 9,05 sur 10? Si tu as réalisé ton auto-diagnostic et tu as noté que tu avais effectivement une légère tendance à la surconsommation, je t'invite à rester avec moi pour voir comment essayer de limiter le phénomène. Dans le cas contraire, n'hésite pas à faire une pause et faire cette petite introspection. Je pense que la prise de conscience est un prérequis essentiel. Et si tu fais partie de ces gens qui consomment déjà de manière raisonnable, d'abord, félicitations. Je t'invite tout de même à rester parce que déjà, c'est plus sympa. Et ensuite, il y a peut-être 2 ou 3 trucs qui pourraient t'intéresser. Alors, maintenant qu'on sait que l'on consomme trop, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. On l'a vu, la surconsommation correspond à un excès de consommation par rapport aux besoins réels. J'évoquais plutôt la notion subjective de besoin réel et la difficulté qu'il y a à définir ce besoin. Chacun aura sa propre définition. Hormis les besoins nécessaires à la survie et partagés par l'ensemble des individus, tu définiras également tes besoins par rapport à ta situation personnelle et à tes passions. Un philatéliste, par exemple, voudra investir dans de nouveaux timbres, un adepte de la mode dans des nouveaux vêtements, un collectionneur de voitures dans des voitures, t'as compris l'idée, je pense. Tandis que les timbres, les vêtements ou les voitures pourront paraître futiles à certains, ils seront essentiels à d'autres. Si c'est ce qui te fait vibrer, alors un bon point de départ est de commencer par réduire ta surconsommation dans les autres domaines de ta vie, dans lesquels tu constates un laisser-aller. Il est plus facile de changer ses habitudes lorsque l'on n'est pas tiraillé entre des sentiments contradictoires, en l'occurrence, assouvir une passion et protéger l'environnement et son porte-monnaie. L'impact de la mode sur l'environnement commence à être bien connu, mais si c'est un domaine qui te passionne, c'est à mon sens contre-productif sur une démarche de long terme de commencer ta démarche de transition écologique dans ce domaine. Mieux vaut s'attaquer à des domaines sur lesquels tu accepteras plus facilement les compromis. Si par exemple tu as investi dans une tenue de sport que tu n'utilises jamais, on l'a tous fait, alors sois vigilant lors de tes futurs achats dans le domaine du sport. Une tenue de sport suffit, surtout si elle reste au placard. À la limite, achète-en une deuxième pour tenir compagnie à la première, et puis tiens-t'en là, quoi. Donc, identifier les domaines à surveiller, c'est un premier pas. Il s'agit ensuite, pour tous les achats que tu vas faire, d'évaluer ton besoin. Ça peut passer par la pondération des critères suivants. La nécessité, est-ce qu'il s'agit de remplacer un pantalon qui est complètement usé? La durabilité, dans combien de temps le produit va devenir obsolète? Le rapport qualité-prix, le prix d'achat potentiellement élevé est-il cohérent avec la qualité du produit ou du service? Ça ne veut pas dire nécessairement acheter pas cher, mais plutôt est-ce que le prix est juste compte tenu de ce qui t'est proposé?
Un vêtement cher mais de qualité devrait tenir sur la longueur et t'éviter d'autres achats, d'où sa rentabilité à moyen terme. Autre critère, le dimensionnement. Est-ce adapté à l'utilisation que tu en auras ou est-il surdimensionné? Par exemple, pour faire l'aller-retour entre le travail et la maison, est-ce que c'est nécessaire d'acheter un 4x4? Ensuite, l'usage prévu. Vais-je utiliser cet outil plusieurs fois? Sinon, est-ce que je peux le louer? Cette liste de critères, elle est bien entendu non exhaustive, mais elle peut t'aider à pondérer ton achat. Il y a aussi un autre concept qui me paraît essentiel à prendre en compte. Dans l'excellent livre Le Personal MBA, dont je te recommande fortement la lecture, Josh Kaufman aborde notamment la notion d'adaptation hédoniste. Sous cette expression relativement absconse au premier abord, se cache le concept d'épuisement du plaisir dans le temps. Lorsqu'on achète un nouveau produit, par exemple un nouveau t-shirt, on est content de son achat et on ressent une certaine joie. Cette joie elle perdure lors de notre trajet de retour chez nous, puis éventuellement lorsque l'on porte ce vêtement pour la première fois. Au fil du temps, ce sentiment s'étiole jusqu'à disparaître, jusqu'à ce que finalement ce t-shirt ne soit plus qu'un t-shirt parmi d'autres. Alors avant chaque achat, essaie d'anticiper cette adaptation hédoniste. Pourquoi souhaites-tu acheter cette montre? Si l'aspect fonctionnel est secondaire et que le style est privilégié, pose-toi la question, l'investissement vaut-il le coup? Sans mauvais jeu de mots. Si le plaisir ressenti lors de l'achat aura disparu d'ici une semaine ou un mois. Ou alors vu autrement, ai-je envie d'acheter cette montre pour me retrouver dans la même situation émotionnelle que maintenant, mais dans une semaine ou un mois, avec 250 € en moins sur mon compte bancaire? La réponse n'est pas universelle, mais cette introspection te fera peut-être prendre conscience qu'au fond de toi, l'investissement n'est peut-être pas si intéressant que ça. Si tu as des doutes, tu peux appliquer une autre technique qui a fait ses preuves. Prends le temps avant d'acheter. Si au bout de quelques jours, voire quelques semaines, tu ne penses plus à cette montre, peut-être bien que tu as bien fait de ne pas l'acheter. Dans le cas contraire, peut-être qu'elle te plaît réellement et que tu vas finalement décider de l'acheter. Personnellement, j'ai fait quelques économies rien qu'avec cette petite astuce. C'est forcément un peu frustrant sur le moment, mais à moyen terme, tu es bien content de ne pas avoir fait d'achat compulsif. À mes yeux, l'adaptation hédoniste ramène à une question centrale quand on parle de consommation, à savoir, qu'est-ce qui me rend heureux? La définition du bonheur correspond à mon sens à un équilibre émotionnel global sur du long terme. Certains jours on pourrait déplacer des montagnes, d'autres, le moral n'est pas au beau fixe. Être heureux tous les jours relève de l'utopie et on est heureux, selon moi, si en regardant en arrière, les hauts et les bas s'équilibrent avec un léger avantage pour les hauts. C'est ma définition personnelle et peut-être un peu approximative du bonheur. Mais partant de là, le constat est que du fait de l'adaptation hédoniste, je ne trouverai pas le bonheur dans la surconsommation qui ne peut apporter qu'une satisfaction de court terme. Alors ça a un côté plutôt rassurant, puisque ça signifie qu'il n'est pas fondamentalement nécessaire de dépenser régulièrement des sommes plus ou moins importantes d'argent pour être heureux. La plupart des achats futiles sont liés à des baisses de morale. L'achat permet pour un certain temps de compenser facilement une déprime passagère ou une contrariété. Mais très souvent, la déprime passagère ou la contrariété, elle revient peu de temps après. D'autres remèdes moins coûteux peuvent être envisagés dans ces cas-là. Voir du monde, monter un projet à moyen terme, apprendre de nouvelles choses, etc. etc. Bon, on a déjà pas mal avancé. J'espère que tu suis toujours. On a donc parlé de l'évaluation du besoin. Évaluer son besoin avant d'achat, c'est une bonne habitude à prendre, mais elle présente l'inconvénient d'être coûteuse en énergie. Elle te demande de faire preuve de volonté. Malheureusement, notre jauge de volonté s'épuise au cours de la journée et elle se recharge après une nuit de sommeil. Donc plus tu dois réfléchir tard dans la journée à une décision d'achat, moins tu auras envie de mener cette réflexion, ce qui va se traduire par un achat effectif. Alors le mieux, c'est encore de ne pas avoir à te poser la question et donc de ne pas ressentir le besoin d'acheter. Un bon moyen pour ça, c'est de fuir les publicités.